Je m'appelle Nesrine, j'ai 29 ans. J'ai 2 enfants de 4 ans et 5 ans et j'ai passé 5 ans en Syrie, dans les territoires de Daesh. Là, je suis en liberté conditionnelle, sous contrôle judiciaire et j'attends l'ouverture de mon procès où je vais sûrement être condamnée pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime sur le territoire français. La cage, un documentaire de Céline Martelet et Édith Bouvier, réalisé par Charlie Marcelet, pour le podcast à suivre sur Arte Radio. Épisode 1. J'arrive pas à me considérer comme une victime parce que on m'a pas menacé de mort en disant tu vas y aller, sinon on tue ta famille, on te tue. Non, j'ai été manipulée. Oui, je dis oui à tout ça. J'ai été même embrigadée, mais j'aurais pu réfléchir 2 secondes et me dire c'est pas la meilleure des choses à faire, n'y va pas, réfléchis, c'est louche tout ça. Mais moi j'étais dans une perspective de fuite, fallait que je parte, fallait que je m'en aille et je l'ai fait. Qui vient m'aider? Moi. Laissez faire le repas. D'abord, on coupe les œufs. Après, on met du lait. Attends, mettez la farine dans un saladier avec sel et sucre. Ah, la Je farine. mets dans le récipient et toi tu verses. D'accord, maman. Vas-y. Voilà. Ah, que passe-t-il? J'ai eu une enfance où j'ai manqué de rien, mais où c'était un peu compliqué à la maison. J'ai 4 frères et je suis la seule fille. Quand on a des grands frères et qu'on vit dans une cité, c'est un peu cliché de dire ça, mais parfois c'est une réalité en fait. On a le poids de la tradition maghrébine où voilà, la fille n'a pas le droit de s'habiller un peu dénudée ou de se maquiller ou de trop sortir. Moi, je me souviens à l'âge de 7 ans, quand j'étais au CP, j'étais très très sage. L'école était en face de chez moi. Et j'avais des copines qui, après l'école, il faisait beau, voulaient jouer à la corde à sauter devant la maison. Ma mère leur avait dit non, elle descend pas. Et quand je lui disais pourquoi, elle me disait les copines, c'est à l'école, mais pas en dehors de l'école. Et en fait, on m'instaurait ce genre de règles progressivement. Puis moi, j'ai jamais bronché. J'ai toujours obéi, j'ai toujours accepté ce qu'on m'impose. J'ai jamais été rebelle. Et plus les années passaient et plus on resserrait la cage. On refermait la cage, en fait. On m'appelait la prisonnière. Je me souviens de ça. Au collège, on m'appelait la prisonnière et ça m'a suivie prisonnière. On avait un McDo juste en face du collège. On avait une petite pièce de 2 euros. Parfois, les adolescents, ils mettent ça en commun, ils vont s'acheter des trucs au McDo. Moi, j'avais pas le droit. Allez, Nesrine, viens avec nous, viens avec nous. Non, faut que je rentre. Ma mère, elle va me tuer, mes frères, ils vont me tuer. Et ça les agaçait. Et puis, très vite, c'est devenu sujet de moquerie. La prisonnière. Du coup, personne ne m'approchait, personne ne me parlait. Voilà, mes frères, ils me disaient tu traînes pas avec telle fille ou tu sors pas tout court. Et les garçons, au début, on me disait juste tu ne parles pas aux garçons. Et puis après, c'était si je te vois avec un garçon, je te casse la gueule. La première fois qu'ils m'ont frappée, je devais avoir 13 ans. Moi, j'avais 13 ans, donc
J'avais la vingtaine. J'étais au collège. Et puis après, ça s'est empiré au lycée. Tiens, on t'a vu avec un garçon. C'est qui Et puis là, me frapper. Ou sinon, c'était souvent par rapport à mon téléphone. Parce que quand je fréquentais un garçon, je pouvais pas le voir ou quoi. Donc c'était souvent des relations derrière un téléphone. Et mes frères fouillaient mon téléphone et dès qu'ils voyaient les messages, ben, le téléphone était cassé. Et moi, j'avais mes frères qui me tombent dessus, quoi, qui me frappent. Et vraiment frapper comme si j'étais un homme, hein. On me frappait vraiment à grands coups de pied, grands coups de poing dans la tête. C'était très, très, très violent. Très, très, très violent. Ça se passait soit en l'absence de mes parents, soit ma mère était là et elle me défendait comme elle pouvait. Et moi, je cachais tout ça, hein. J'étais pas du genre à, après avoir pris une raclée, aller voir mon père. Oh papa, ils m'ont frappé. Oh papa, ils m'ont fait ça. Non, je me souviens d'avoir pris des coups aussi juste parce que j'étais pas d'accord avec l'un d'eux. Mais je disais, ben non, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ben là, je me prends des coups. Je me prends des coups. C'était pour eux logique, c'était normal. Vous voulez encore des crêpes, les enfants? Oui. Il y a Adam qui a 5 ans et Zara qui a 4 ans. C'est mes 2 enfants qui sont nés là-bas sur place à Raqqa. J'ai pas voulu avoir d'enfants là-bas, c'est arrivé comme ça. Et je suis vraiment consciente qu'il peut leur rester des séquelles de ce qui s'est passé là-bas. C'est pour ça que je reste très très attentif à tout ce qu'ils peuvent exprimer. On y va? Éteins la télé. De l'âge de 8 à 14 ans, j'ai subi des agressions sexuelles. C'était des proches de la famille. J'étais qu'une enfant. Au départ, je comprenais pas. Je comprenais pas. Mais après, par la suite, j'ai eu peur, en fait. Je fuyais ces personnes-là. Mais 2-3 fois, ils ont eu l'occasion de me coincer quelque part. Et voilà. Pour moi, c'est la honte C'est quelque chose que j'ai toujours voulu cacher. J'en ai jamais parlé à personne. Vraiment à personne. Et j'ai dû en parler parce que j'étais en thérapie que très récemment. J'en ai parlé à ma mère et à mon père. Je les ai suppliés de rien faire parce que c'est la honte en fait. Mon père, lui, il est parti les voir, il les a confrontés. Et il y en a un d'eux qui a reconnu. Ça m'a détruit, ça m'a complètement détruit. J'avais l'impression que dès qu'on pose les yeux sur moi, ben, on voyait quelque chose de sexuel en fait. J'avais l'impression que tout ce que représentait mon corps, c'était la sexualité, c'est tout. Et oui, j'avais enfoui ça en moi et c'est ce que j'ai fui aussi. C'est ce que j'ai fui aussi. Une fois que j'ai eu mon bac, à la rentrée fin septembre 2013, j'entre à la fac et je me retrouve complètement seule.
J'ai pas de copine, je connais personne. Et là, j'ai des réseaux sociaux et j'ai commencé à regarder, m'intéresser un petit peu plus à ma religion, à l'islam. Là, j'ai vu des posts sur la religion, donc je regardais et puis très vite, on nous parle de la Syrie. Et là, on est assailli d'images traumatisantes d'enfants déchiquetés par les bombardements, de personnes qu'on sort de sous les décombres, de pluie, de bombes. Et on nous dit, vous voyez ce qui se passe là-bas, vous allez pouvoir être utile, vous allez pouvoir aider, vous allez pouvoir servir à quelque chose. On a besoin de vous, etc. Si vous voulez vivre pleinement votre religion, faites la hijra vers une terre sainte. Et là, moi, j'entendais pour la première fois le terme hijra. J'en parle à ma mère qui me dit bah écoute, la hijra, c'est ce que le prophète Mohammed a fait en partant de la Mecque vers Médine. C'est pas quelque chose qui nous concerne nous. Je lui dis d'accord, mais moi je continue à lire à ce sujet en fait. J'ai tout de suite été contactée par une femme qui habitait assez loin de chez moi et qui venait jusqu'à ma fac me chercher en me disant bah tiens, je suis venue te voir pour qu'on aille se promener, pour qu'on aille à la mosquée. Il y avait une mosquée juste à côté de la fac que je ne fréquentais jamais, que quand c'était les jours de l'Aïd, avec mes parents, où on allait faire la prière de l'Aïd. Et tous les jours, elle était là, à la sortie de la fac. Elle avait sa fille dans la poussette de 1 an et demi. Et elle me parle beaucoup en me disant « T'as beaucoup de chance, j'aimerais le faire, mais moi j'ai ma fille. Le père de ma fille ne me laissera pas l'emmener. Faut que t'ailles en Syrie, faut que t'ailles aider les Syriens, faut que t'ailles donner de ta personne là-bas. Regarde, t'as pas d'enfant, t'es pas mariée, tu peux accomplir beaucoup de choses là-bas, elles ont besoin de toi. » Et elle me parlait avec beaucoup d'émotion. Et je voyais en cette femme quelqu'un vraiment d'exemplaire, de pieux. Pour moi, c'était quelqu'un de meilleur que moi. Je me disais, ah c'est vrai, elle a peut-être pas tort. C'est vrai que moi, j'ai pas les contraintes qu'elle a. Mais je trouvais encore des excuses en disant, bah tu sais, moi je peux pas partir parce que j'ai des frères, j'ai mes parents, mes frères me tuent si je fais quelque chose comme ça. Ma mère, je peux pas la laisser, je peux pas laisser mes parents. Elle me dit, ah, donc tu aimes ta famille plus que tu n'aimes Allah et son prophète? Aimer sa famille ou ses proches plus qu'on aime Allah, ben pour eux c'est un blasphème. Quand je lui disais oui mais de toute façon je peux pas partir, j'ai pas d'argent. Elle me dit bah écoute, moi je vais te payer ton billet, je vais tout te payer parce que moi je peux pas faire ce voyage, mais je vais le faire par procuration en t'envoyant toi là-bas. Elle est habillée en jilbab, c'est une jupe très ample avec une cape et en fait on ne devine même pas la forme des épaules. On ne devine rien de la forme du corps de la femme avec cet accoutrement. Et elle cachait en plus son visage. Vous voyez que ses yeux. Et elle portait des gants. Moi, je me disais, oh, elle est tellement gentille. C'est vraiment une fille pieuse et tout. C'est une fille bien. Très vite, en la fréquentant, j'ai porté le jilbab. Elle m'enferme là dans une nouvelle cage qui est cette dévotion. Là, on est au bord d'un lac. C'est un lac à côté de chez moi où j'ai grandi, où j'avais l'habitude de venir me recueillir un peu avant mon départ. La dernière fois que je suis venue ici, à ce lac, c'est peu de jours avant mon départ. Et ça me permettait d'être vraiment isolée, d'avoir ce lieu rien que pour moi et où je cherchais un peu la paix que je n'avais plus dans ma vie, tout simplement. C'était un endroit qui m'appartenait.
c'est ici que j'ai pris la décision de partir. Mes parents n'ont rien vu parce que c'était sur le temps de la fac. Début décembre 2013, on me fait rencontrer mon futur mari par un compte Facebook qui s'appelle Risala. Ça veut dire le message qui a été tenu par un couple. Un compte qui met en relation des femmes en France avec des djihadistes quoi, en Syrie. Donc elle me contacte et elle me dit j'ai entendu dire que tu veux partir en Syrie. Je lui ai dit oui. Elle me dit faut te marier pour partir. Et là elle me dit il y a un frère qui veut se marier, etc. Je lui ai dit que je ne veux pas me marier. Elle me dit que c'est impossible d'entrer sur le territoire syrien sans être accompagnée de ce qu'on appelle un mahram, c'est-à-dire un tuteur légal en islam, qui doit être soit un frère, un père ou un fils ou un mari. Donc elle me dit de toute façon je te mets en relation avec lui, tu vas te marier virtuellement avec lui, c'est un mariage factice. Comme ça, il pourra venir te chercher à la frontière et il te ramènera où tu veux, quoi, chez les sœurs, etc. Mais pour faire ce chemin-là, pour te déplacer, tu vas devoir te marier avec lui. Elle me montre sa photo, elle lui parle de moi, elle lui montre ma photo. Et puis là, il me contacte et il me dit oui, tu veux venir, etc. Je lui dis oui. Il me dit d'accord, tiens, parle avec elle parce que moi, je ne peux pas te parler tant que tu n'es pas ma femme. Et de toute façon, notre mariage, on le confirmera sur place. Je dis d'accord. Et là, je reçois un message Facebook. Oui, le frère est disponible. Il faut juste que je te voie pour bien confirmer que c'est toi sur la photo. Je lui dis pourquoi ? Elle me dit parce qu'on a eu des fakes, peut-être que t'es un homme. Je lui dis je peux t'appeler si tu veux. Elle me dit non, il faut que je te voie en vidéo. Donc j'ouvre la vidéo et tout. C'est bon, t'es bien une femme, ok. Et puis là, il y a... Ah là là, quand j'y repense, j'ai le cœur qui bat, j'ai des frissons. C'est tellement glauque, mais tellement glauque. J'entends des bruits d'hommes et tout, une connexion très mauvaise. Je le vois en vidéo. Voilà, c'est lui. C'est mon futur mari. Et là, il me dit donc on va procéder au mariage. Bien évidemment, on ne doit surtout pas entendre ta voix puisqu'il y a pas mal d'hommes autour de moi et je ne veux pas qu'on entende la voix de ma future femme. Comme ça, direct. Ok, donc je réponds un d'accord à l'écrit. Et là, ils font je sais pas, ils disent des choses en arabe et tout, des invocations. Il y a quelqu'un qui dit toi, en disant mon prénom, tout ça, est-ce que tu acceptes de le prendre pour époux? Et là, je dis oui. Et là, lui il répond oui. Et là, j'entends des Allahu Akbar, Allahu Akbar. Plein d'hommes crier, félicitations, des rires et tout. Je me dis, mais incroyable. Et là, il me dit, bon, je vais sortir dehors, je vais tirer à la calache. Parce que c'est comme ça qu'on fait quand on est heureux. Je me marie et une semaine après, même pas, le 9 décembre 2013, je partais pour la Syrie. À aucun moment je me dis tu vas vraiment le faire, tu vas vraiment partir. Ça s'est fait tellement vite. Ce que je me souviens de cette journée, c'est que j'avais pas du tout dormi la veille. Je devais aller à la fac, comme tous les jours. Mes parents venaient de se réveiller. Je me souviens avoir serré très fort mon père, ma mère aussi. D'ailleurs, ils avaient trouvé ça étrange et ils s'en souviennent encore aujourd'hui. Je les ai regardés une dernière fois et j'ai fermé la porte et je suis partie. Non, sans hésiter.
Quand je monte dans l'avion, je me souviens avoir regardé longuement le sol en fait jusqu'à qu'on soit au-dessus des nuages et qu'on ne puisse plus voir la France. Et je sais pas, mais j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si je me regardais partir, comme si que je me laissais là-bas et que une autre partie de moi était en train de s'envoler. À suivre sur Arte Radio.